Ah ben, fier de sa personne, c'est pas un défaut, hein. Mais être fier, ça, c'est un défaut. Mais être fier de sa personne, bien habillé, bien peigné, bien ça, c'est pas un défaut. Ah, this is the dream. I dig it blues. Même I dig it. pas I dig it blues. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Avec cette saison 3, notre objectif est toujours de changer de regard sur la vieillesse, afin de cultiver les liens qui nous unissent à nos aînés. Et cette fois, on vous emmène à la rencontre de Georges, Adolpha, Moulay, Madeleine et Jean-Gilbert. Âgés de 64 à 83 ans, ils ont tous fait face à de grandes difficultés. Mais les galères ne sont pas leur unique point commun, car au-delà de l'adversité, ils partagent la même fierté bien placée, la même détermination lumineuse. Pour nous, ces personnalités flamboyantes ont accepté de se confier sur leurs forces, leurs talents et sur les petits bonheurs de tous les jours qui mettent du baume au cœur. Je suis Fiona Hyper, je suis journaliste, et à travers ces 5 portraits, je vous invite à vous laisser guider par leur élan de vie si précieux. Madeleine, ben, je vais avoir 83 au mois d'octobre. J'ai 41. Madeleine roule les airs comme toute bourguignonne qui se respecte. Propriétaire d'une maison à la campagne depuis 1983, elle vit toujours dans cette demeure où elle et son défunt mari ont élevé leurs 3 enfants. Ici, rien n'est en désordre. Les chaussures sont alignées dans l'entrée, la savonnette sur le rebord du lavabo est droite, le calendrier sous l'horloge de la cuisine est à la bonne page. Pour Madeleine, les dates et les chiffres sont au moins aussi importants que l'organisation. Sa force, c'est sa mémoire. Elle se rappelle du jour et de l'heure de la moindre rencontre, elle connaît par cœur chaque numéro de téléphone susceptible de l'appeler et se souvient que le 4 juin 2021, elle avait rendez-vous chez l'ophtalmo. Une tête bien remplie, une maison bien rangée, voilà ce qui compte. Oh ben, je viens de pas le désordre, moi, attention. Ah non, 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 mais quand je parle, attention, je veux que ça soit tout en branle-bas le combat, comme on dit. Je veux que ça soit bien en ordre. Bon, comment, je m'en sortirai pas. Madeleine est humble dans tous les sens du terme, à croire qu'elle ne s'est jamais posé la question de ses aptitudes. La preuve quand on lui fait remarquer que sa capacité à tout retenir est impressionnante. J'ai une mémoire, si on veut maintenant, mais ça me reste là, et puis il y a une bénévole des petits frères des pauvres, une nommée Christelle, du côté de Tournu qu'elle habite. Elle m'appelle la reine. Enfin, on m'y a dit. Je n'ai pas demandé, j'ai fait semblant de rien, hein, mais elle m'appelle la reine. Puis Ghislaine elle m'appelle la mascotte. Elle me dit on l'aime bien notre petite Madeleine. Elle, ce qu'elle aime, c'est écouter de l'accordéon, aller au dancing, mais pas pour danser, manger des pâtisseries, du fromage et des glaces, regarder le cyclisme à la télévision, ou encore jouer au Rumicube à condition qu'on ne l'embête pas. Son franc-parler, ça oui, elle en est fière. Comme elle dit, pas question d'être une faucheton. Oh ben, moi j'ai dit, j'ai pas peur. Comme j'étais à Dracy. Et puis un matin, Dracy me mettait du jus d'orange, de la vitamine dans mon jus d'orange. Mais moi, j'y savais pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette saloperie que vous mettez dans mon jus d'orange comme ça, devant eux, hein. On m'a dit, c'est pas de la saloperie, c'est des vitamines. Ah bon, excusez-moi. Quand c'est dit, que ça te plaise ou non, toute vérité pas bonne à dire, même pas tant pis, hein. Ce que Madeleine aime encore plus, c'est sa tranquillité. Que tout soit en place autour d'elle, que son programme des jours à venir soit défini à l'avance, savoir quand les gens viennent la visiter, rembarrer ce qui l'enquiquine et s'économiser sur les tâches qui ne lui font plus plaisir, comme la cuisine. Oh, ben j'ai assez cuisiné quand on était les 5. Bon, là. Oh, mon Dieu. Alors maintenant, un peu mollo. Oh, quand j'étais 5, je faisais de la soupe aux légumes tous les jours. Des vrais légumes aussi, attention, hein, pas des paquets de soupe. Je faisais des bourguignons, de la blanquette de veau, des haricots à l'oreille, des saucisses, des pieds de cochon avec des haricots et des pommes de terre. Mais je mets mieux avec des pommes de terre. Des gratins de patates. Oh, ben maintenant, oui. Oh, ben, un peu tranquille avant de mourir. 5 minutes de paix avant de mourir.
En France, une personne est considérée sous le seuil de pauvreté monétaire lorsqu'elle touche moins de 1 216 € par mois, ce qui concerne 9,1 millions de Françaises et de Français en 2022, selon l'INSEE. Parmi les 60 ans et plus, les petits frères des pauvres rappellent cette autre donnée de l'INSEE, 56% des bénéficiaires du minimum vieillesse sont des femmes, un chiffre qui augmente proportionnellement avec les années qui s'accumulent. Alors certes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes lorsque l'on avance en âge, mais cette surreprésentation ne suffit pas à expliquer qu'elles soient plus pauvres qu'eux. En 2021, selon l'adresse, les femmes perçoivent un montant de retraite de droit direct inférieur de 40% à celui des hommes. La faute à des carrières hachées, à des salaires plus bas et à d'autres inégalités persistantes. L'association a d'ailleurs établi un profil type de la personne âgée isolée. Sans surprise, c'est une femme, vivant seule, de 85 ans et plus, avec de faibles ressources. Dans leur rapport paru en octobre 2024, les petits frères des pauvres rappellent que la pauvreté est multidimensionnelle. Si la pauvreté peut faire référence à un manque de moyens, elle peut également s'exprimer par une tension financière chez des personnes qui ont un peu de ressources, mais qui ne parviennent pas à équilibrer leurs dépenses. La pauvreté peut aussi être relationnelle, sociale. La situation de Madeleine appartient à l'une de ces dimensions. Plus jeune, elle a travaillé dans une usine de cagettes quelque temps. Elle n'a jamais conduit, mais avec l'argent qu'elle a mis de côté, elle a pu acheter une voiture pour que son mari aille travailler. Puis, depuis la retraite et la mort de Michel, elle se contente de quelques sous. Juste ce qu'il faut pour manger, les jours où les repas ne lui sont pas livrés, pas plus, pas moins. Selon elle, tout achat superflu ne ferait que l'encombrer. Moi j'ai 980 de retraite, pensez. J'ai ma réversion qui me sauve, j'avais compté. J'ai 685 € de réversion. Ça me fait 1665 en tout. J'ai assez pour moi toute seule, hein. Je dépense pas des masses quand je suis à Corvette, quand je suis toute seule. Je dépense pas bien gros. Quand mon gamin vient, oui, tous les 15 jours, je dépense un petit peu plus. Mais autrement, je fais attention. Je tire quand même 50 € par semaine, hein. 50, 40, ça dépend. Il y a des fois qu'il me reste 20 € dans mon porte-monnaie. Alors là, je tire que 40, j'ai assez. Ça me fait 60 €, j'ai assez pour moi, hein. Puis alors, moi, je mange pas des masses, parce que plus on vieillit, à moins on mange, hein. Je jette rien d'autre. Alors, le machin qui me fait plaisir, mais quoi? J'ai plein d'objets que ma fille m'a donné. Des ramasses-poussières, comme on dit. Quand je demande à Madeleine si elle aimerait partir en vacances, elle me répond « Pourquoi faire ?» Son quotidien est déjà bien rempli. Ses semaines sont même réglées comme du papier à musique, rythmées par le passage de la femme de ménage, par la livraison des repas, par les mercredis après-midi au club pour jouer aux cartes et les vendredis au café avec les petits frères des pauvres. Le matin, je me lève à 6h moins le quart maintenant. Sûrement, il fait jour à 5h. 6h moins le quart, je déjeune du café, biscotte de confiture. Puis après, à midi, je fais soit des patates ou des pâtes, quand j'ai pas mes repas. Tellement je mange mes repas. Et puis, je regarde la télé, tantôt. Je regarde des feuilletons, je regarde sur des canaux, j'ai plein de canaux. Maintenant, je regarde Au nom de la vérité, sur TF1 Série Film. Puis la section de recherche sur TV Braise. C'est tout en même temps. Alors, je regarde un petit peu de chaque. Le soir, je mange un peu de soupe et puis un yaourt. Faut pas manger le soir. Le médecin qui nous disait, il faut pas se bourrer le soir parce que on est ballonné, on dort rien de la nuit. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dormi 2-3 heures, de 9h à minuit. Nous, il faut 6 heures, pas plus. Des fois, je me repose tantôt sur le canapé, puis je m'endors. Quand ça me prend vieux, puis ça part. Continuer de s'occuper lorsqu'on avance en âge n'est pas toujours aussi facile que pour Madeleine. Vieillir peut s'accompagner d'une dégradation des liens sociaux ou encore de difficultés à se déplacer, ce qui peut créer de l'isolement. Les petits frères des pauvres rapportent qu'en France, en 2021, 530 000 personnes de 60 ans et plus étaient en situation de mort sociale, c'est-à-dire coupées des cercles de sociabilité amicaux, familiaux, de voisinage et associatifs. Un manque de contact, peu de ressources et une situation précaire sont les ingrédients dangereux qui peuvent nous faire sombrer dans une forme d'inertie, elle-même propice à créer des troubles de la santé.
Camille Ouvrard, maître de conférences en psychologie à l'université de Bordeaux, mène ses recherches dans le champ du vieillissement. Elle a notamment rédigé une thèse sur l'impact de la précarité sur la façon dont les gens vieillissent. On lui a demandé s'il existait des liens entre précarité et état de santé à tout âge. On sait aujourd'hui, de manière consensuelle, que les personnes qui ont des difficultés sociales, socio-économiques, sont globalement dans un moins bon état de santé que les autres. Plus de maladies cardiovasculaires, il y a des liens également, bien sûr, avec les cancers. Pour ce qui concerne le vieillissement également, on voit que les personnes guérissent moins bien de leurs maladies lorsqu'elles sont précaires. Et on sait que les personnes les plus en difficulté auront de moins bons comportements de santé, une hygiène de vie moins bonne, mais parce que plus de difficultés à se nourrir de manière variée, à pouvoir acheter des fruits, des légumes frais, de saison, bio, voilà, à faire du sport, à avoir des activités de loisirs, etc., etc. Les personnes qui sont précaires, elles ont plus de maladies, elles guérissent moins bien de leurs maladies, elles ont un risque, une mortalité plus élevée que les personnes qui sont pas précaires. Il y a aussi des résultats sur la santé mentale. Si on parle d'anxiété, de dépression, c'est pas parce que je suis précaire que je suis déprimée. C'est pas si simple que ça. Mais peut-être que, parce que je suis précaire, je vais avoir un vécu un petit peu plus difficile, je vais notamment être stressée, et que ce vécu de stress peut augmenter mon risque d'avoir des symptômes dépressifs. Dans la saison 2 de Même pas mort, on s'est intéressé à la dépression chez les personnes âgées. Si ce sujet vous parle, je vous invite à écouter l'épisode 4, intitulé « Trop vieux pour être soigné, l'agisme nuit gravement à la santé ». En 1988, des chercheurs ont été surpris de constater que certaines personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé pouvaient présenter peu de symptômes de la pathologie. En se demandant comment ces cerveaux malades pouvaient compenser les lésions, ils ont notamment développé l'hypothèse de la réserve cognitive. Camille Ouvrard nous explique comment la précarité peut avoir des répercussions sur le déclin cognitif en nous explicitant cette hypothèse. Ce qu'on a observé avec la précarité, c'est que les personnes âgées en situation de précarité, eh bien, elles ont un déclin cognitif, donc une perte des facultés cognitives qui est accélérée en comparaison des personnes âgées qui ne sont pas en situation de précarité. Et de la même manière, ces personnes en situation de précarité, elles ont un risque de démence qui est augmenté. Donc là, on se rend compte à quel point cette situation de précarité, elle a un impact très fort. Une hypothèse importante pour expliquer ces résultats, c'est l'hypothèse de la réserve cognitive. C'est une hypothèse selon laquelle un mode de vie stimulant, en gros, confère à l'individu un haut niveau neurocognitif tout au long de sa vie. Les principaux facteurs de réserve cognitive, c'est le niveau d'éducation, c'est le métier qu'on va exercer, c'est l'alimentation, la nutrition, c'est les activités que je vais faire. Est-ce que je vais avoir des activités de loisirs souvent, pas souvent? Voilà, c'est vraiment cette stimulation de plein de façons possibles qui va faire que je vais avoir un niveau cognitif élevé et stimulé tout au long de ma vie. C'est l'activité physique et sportive aussi. Et donc en fait, on se rend compte que tous ces facteurs de réserve, mais c'est quoi? C'est aussi des facteurs qui sont liés à la précarité, en fait. Et donc forcément, eh bien, plus je vais avoir un mode de vie stimulant à tout un tas de niveaux, plus je vais augmenter mon niveau de réserve cognitive. Et cette réserve cognitive, eh bien, ça va me permettre, quand je vais avancer en âge et que je vais avoir un déclin cognitif qui va se présenter, en fait, je vais avoir des capacités de compensation. Et forcément, les personnes qui vivent dans des situations de précarité ont des réserves cognitives qui sont moins importantes et donc qui auront moins de possibilités de compenser. En réalité, la réserve cognitive, on peut l'alimenter tout au long de sa vie. Même si je vis une période difficile pendant 10 ans où je ne fais pas d'activité, je suis isolée socialement, je ne travaille pas, vraiment, voilà. Oui, en effet, peut-être qu'à ce moment-là, je vais pas augmenter ma réserve cognitive, mais pour autant, tout le reste de ma vie, je vais avoir le loisir de l'augmenter. Et ça, c'est un beau levier d'action, je pense. Si la vieillesse nous fait gagner en expérience et en connaissance, elle s'accompagne inévitablement de pertes. Ajoutez à ces déperditions le stress d'une situation instable, liée à la précarité, et vous obtenez un aperçu du piège dans lequel il est facile de tomber, celui de la dépréciation,
avant-propos sournois à la dépression. Dans un article publié dans le Carnet Psy, le psychiatre Jean Furtos, spécialiste de l'exclusion et de la précarité sur la santé mentale, résume poétiquement une notion importante quand il écrit que, je cite, « La pauvreté c'est avoir peu, la précarité c'est avoir peur ». Pour contrer cette appréhension et ses conséquences sur la psyché, d'autant plus lorsqu'on prend de l'âge, il est nécessaire de mettre en place un maillage protecteur. Et c'est aux politiques publiques d'en bâtir la trame. Le rapport des Petits Frères des Pauvres préconise notamment l'instauration d'un pass activité sport et culture pour les personnes âgées, sous conditions de ressources, ou encore la généralisation de la réduction des tarifs de transport public, voire leur gratuité, afin de faciliter les déplacements des plus de 65 ans. Ainsi, il deviendrait plus évident de se tricoter un environnement plus rassurant, en tissant de nouvelles relations, en s'engageant dans l'associatif, en découvrant de nouveaux loisirs, ou encore en se reposant sur une routine au cordeau en suivant l'exemple de Madeleine. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit et enregistré cet épisode, Lucie Lossel l'a réalisé et Audiotactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.